Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, tu es slip sur le pantalon, tu es stéroïde, tu es décolleté et combinaison de cuir, tu es Amérique, tu l'auras compris. Tu es un super-héros. Où l'a-t-il caché? Je ne suis pas au courant. Où est le codex? Je vous interdis de menacer ma mère! Si on revient quelques années en arrière, la franchise Marvel était inexistante dans le cinéma. Oui, il a existé un monde où on ne bouffait pas du super-héros par paquet de 10 au cinéma chaque année. C'est en 2003 que les fans de comics découvrent Hulk au cinéma, mais celui-ci n'a pas eu le succès escompté. Perso, j'ai beaucoup de mal avec ce film. 5 ans plus tard, la machine se met réellement en route avec le premier volet d'Iron Man. Vous n'imaginez pourtant pas le chemin qu'ont parcouru les productions avant d'en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Parce qu'un film de super-héros, avant d'être un blockbuster très lucratif, c'est avant tout une transmission de valeurs. Et ça, les productions l'ont bien compris. Le Spider-Man de Sam Raimi, par exemple, est arrivé au bon moment, juste après les attentats du 11 septembre. D'ailleurs, dans la toute première bande-annonce du film, qui n'a d'ailleurs pas été diffusée largement, on voyait Spider-Man tisser sa toile entre les deux tours. Et à ce moment-là, les États-Unis ont besoin d'un sauveur. Résultat, c'est un véritable carton. Le film rapporte 831 millions de dollars au box-office. Et ça ne date pas d'hier, les super-héros arrivent toujours dans les grandes périodes de crise de notre histoire. Et depuis 10 ans, on assiste à une crise toujours plus présente, ce qui explique entre autres le retour des films de super-héros. Entre 2008 et 2019, Marvel et DC, c'est 30 films. Et je ne parle même pas de ceux produits par la Fox et Sony. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et Hollywood peut remercier l'avancée des effets spéciaux qui ont atteint un niveau qui leur permet de les adapter de façon convaincante à l'écran. Petite parenthèse, ça coûte évidemment très cher de produire des effets spéciaux, mais c'est réutilisable. Gardez bien ça en tête. Il faut savoir que les deux géants, Marvel et DC, ce sont avant tout des éditions de comics, des bandes dessinées américaines, et ça marche, absolument. Tout le monde connaît au moins Hulk, Captain America, Batman ou Superman. Et il y en a un qui les apprécie tout particulièrement. Michael Jackson va tenter au début des années 90 d'acquérir les droits de Spider-Man. D'après Stan Lee, un des pères de Marvel, Michael Jackson voulait interpréter lui-même l'homme araignée au cinéma. Et quand on a répondu au roi de la pop que ça risquerait d'être un peu compliqué, il ira même jusqu'à tenter de racheter Marvel, carrément. Alors évidemment, ça ne marche pas, non, c'est Disney qui rachètera et qui distribuera Marvel pour un montant de plus de 4 milliards de dollars. Mais ça, vous le savez déjà. Pour l'anecdote, Spider-Man n'a failli ne jamais voir le jour, mais c'était sans compter sur son créateur, Stan Lee, qui a dû pas mal insister auprès de son éditeur quand il leur a annoncé qu'il voulait créer un super-héros adolescent avec plein de problèmes qu'il appellerait Spider-Man. On lui a répondu qu'un ado ne pourrait pas avoir ce rôle, que les super-héros n'ont pas de problème, c'est d'ailleurs bien pour ça que ce sont des super-héros, et surtout que personne n'aime les araignées. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? Et pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, si vous n'avez vu ne serait-ce qu'un Marvel, vous l'avez forcément vu. Il compte environ une cinquantaine d'apparitions, de caméos, qu'on lui a fait tourner par avance d'ailleurs, parce qu'il n'est plus tout jeune, mais pour 1 ou 2 millions de dollars par apparition d'une dizaine de secondes, il aurait tort de s'en priver. Et surtout que depuis que j'ai écrit cette vidéo, il est mort, mais peut-être qu'on le verra encore du coup dans les prochains films, que ce soit en vrai ou via une affiche ou quelque chose comme ça. DC, c'est la Warner, c'est d'ailleurs dans leur studio que sont entreposés tout ce que vous aimeriez posséder chez vous. Les costumes du film Batman vs Superman, ceux de Suicide Squad et même certains véhicules. L'arrivée du tout premier vrai film Superman lance un pari risqué. Alors quand je dis vrai film, c'est parce qu'il y a eu une série de films Superman en 1948. Ouais. Il s'agit en 1978 de faire croire aux spectateurs qu'un homme peut voler. Alors évidemment, tout Hollywood se presse au casting lorsqu'il a fallu choisir qui jouera Superman. Celui qui aurait bien kiffé avoir le rôle, c'est Sylvester Stallone qui venait de faire Rocky et qui était un peu la star du moment. Mais c'est Christopher Reeves, presque inconnu, qui sera choisi d'abord pour son physique.
mais aussi parce qu'il s'y connaissait en parapente, ce qui était pas mal lorsqu'il s'agissait de tenir sur les harnais pendant les scènes de vol. C'est évidemment un immense succès, le film rapportera plus de 3 fois ce qu'il a coûté, plus de 55 millions de dollars, ce qui est aujourd'hui plus ou moins le salaire de Robert Downey Jr. pour jouer Iron Man. Batman est quant à lui inspiré des plans de Léonard de Vinci pour une machine volante qui représentait un homme calé entre d'immenses ailes de chauve-souris. D'ailleurs, de Vinci lui-même parlait de chauve-souris. Oui, de Vinci a presque inventé Batman. L'esthétique de ce super-héros a pas mal changé au fil du temps. La première adaptation de ce personnage est tirée d'une série télé de 66. Cette série a ensuite été adaptée au cinéma avec les mêmes acteurs. D'ailleurs, le tournage s'est déroulé du 25 avril au 31 mai 66 et le film est sorti en juillet, ce qui explique peut-être certaines choses. Ce gars-là, je lui fais pas confiance. Jamais. En 1989, c'est le jeune réalisateur américain Tim Burton qui portera sur grand écran une version plus sombre de Batman interprétée par Michael Keaton qui affronte le Joker interprété par Jack Nicholson. C'est pas un cadeau pour Tim Burton de se taper Jack Nicholson réputé pour ne pas être l'homme le plus facile de la Terre. Mais il s'en sort quand même vachement bien. Tim réalisera la suite et il était même question qu'il réalise lui-même le 3e épisode, mais les tournages l'ont complètement vidé. Il souhaitait revenir à des films plus intimistes et ce sera avec Édouard aux mains d'argent. En 1995 et 97, place à Joel Schumacher. Ouais. Avec le changement de réalisateur, l'univers de Batman change également. Si Burton affectionnait une ville à l'architecture gothique où dominaient les couleurs froides, Joel Schumacher penche pour un univers moderne, urbain et coloré. L'idée c'était de créer un divertissement familial afin de contrebalancer avec le Batman de Burton qui était considéré comme trop sombre par le distributeur. Aujourd'hui encore, les films de Schumacher sont considérés par les fans comme les pires adaptations de Batman. Sans doute un problème de tétons. Et d'acteurs, et de tétons. Bon, en même temps, Joel Schumacher, avec la Warner, avait choisi le ton parodique qui était grandement inspiré de la série de 1966. Ceci explique peut-être cela. Et big up à Jim Carrey qui sauve tout de même le film de la catastrophe. En 2008, c'est au tour de Nolan qui va réancrer Batman dans une vision beaucoup plus réaliste. Ce film récolte plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial et c'est un tournant pour l'industrie du cinéma parce qu'il montre que les films de super-héros, ce n'est plus que pour les enfants. Ce film est très noir, Batman n'est pas particulièrement sympathique. Does Harvey know about you and his little bunny? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Et contraste réellement avec les anciennes versions qui étaient voulues par la Warner comme des films familiaux. Le truc, c'est que Marvel lance le Marvel Cinematic Universe et en 2016, DC est en retard. Batman vs Superman ne sera pas à la hauteur des attentes du public, même si moi je le trouve pas aussi dégueulasse que Suicide Squad, qui lui est carrément une catastrophe d'après les critiques, et Justice League est juste un échec. Petite parenthèse, on peut excuser un peu ce film. Le réalisateur, Zack Snyder, annonce qu'après le suicide de sa fille, il mettait fin à sa participation au film pour être auprès de sa famille. Le réalisateur, Joss Whedon, lui succède pour terminer la post-production et le tournage d'éventuelles scènes additionnelles, et la vision du premier réalisateur, Snyder, qui a quand même réalisé le très bon Man of Steel, sera complètement tronquée. On va revenir un peu sur le Marvel Cinematic Universe. Celui-ci démarre en 2008 avec le premier Iron Man. D'ailleurs, beaucoup de gens ont découvert ce personnage grâce à ce film, parce qu'Iron Man, c'était pas vraiment le comics à succès. L'interprétation géniale de Robert Downey Jr. n'y est pas pour rien dans le succès de ce film, et à l'époque, c'est quand même une surprise générale, parce qu'il sort d'années d'alcoolisme, de drogue, de prison et surtout d'une cure de désintoxication suite à, dira-t-il, un hamburger qu'il a trouvé tellement dégueulasse que tout lui a semblé dégueulasse ensuite. Et c'est bien la toute première apparition d'Iron Man au cinéma. Si je vous dis ça, c'est que vous avez déjà pu voir des photos ou des extraits du film Exoman qui tournent pas mal pour montrer la différence avant-après des super-héros. Et pour tous les sites ou toutes les vidéos qui relaient ce genre de conneries, ça coûte rien de se renseigner un peu, non? Aucun rapport avec Iron Man. Voilà, il fallait l'évoquer, c'est désormais chose faite. Alors, avant la création du Marvel Cinematic Universe, il y a par contre bien eu des adaptations à la télé, essentiellement. Enfin, je dis ça, mais des films tirés des comics Marvel au cinéma avant le MCU, il y en a eu, et pas qu'un peu. Il y a eu des très bons et des très mauvais.
Hulk par exemple a bien eu droit à sa propre série en 1977. Le MCU, ou Marvel Cinematic Universe, c'est avant tout une intelligente stratégie mise en place par les studios Disney et Marvel pour installer durablement leurs œuvres, personnages et produits dérivés auprès du public et garantir par la même occasion le succès de chacun. Avec cette stratégie, le MCU se divise pour l'instant en 3 phases distinctes, chaque phase ayant un but, un genre de contenu et un fonctionnement très précis. La phase 1 installe l'idée d'univers interactif via de nombreuses références cachées, et les films se focalisent sur un personnage précis. La phase 2 commence à proposer des personnages interfranchises et une certaine continuité interfilm, tandis que la phase 3 propose carrément des intrigues étalées sur plusieurs films. Cette phase se termine avec le dernier Avengers qui sortira en 2019. La phase 4, quant à elle, pourrait tout chambouler, ce qui coïncide avec le rachat de 21st Century Fox qui ramènera les droits des personnages des X-Men et des 4 Fantastiques sous la coupe de Marvel Disney. Alors on peut s'attendre à quelques reboots et bien évidemment quelques morts prochaines suite à la fin de contrat de plusieurs acteurs, mais on en parlera la prochaine fois dans la suite de cette vidéo. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon ça risque de faire un peu long, mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive très bientôt. N'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story. Et en attendant, surtout ne lâchez rien. Bisous.